Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais voir avec vous 7 points clés pour sortir de la peur en développant notre conscience. La peur qui est sans doute le plus grand virus, beaucoup plus puissant que le coronavirus, beaucoup plus contagieux, beaucoup plus dangereux car la peur nous détruit, la peur diminue notre système immunitaire, ce qui fait qu'on peut attraper plein de maladies. Et la peur est très contagieuse. Quand on a peur, on est très stressant et très stressé et on contamine d'autres personnes. Ce que je voudrais faire en fait dans cette vidéo, c'est comme d'autres personnes, aller dans cette direction qui est de traverser cette crise, qui est évidemment tragique bien entendu, mais la traverser de la manière la plus sereine possible et la plus intelligente possible, en faisant preuve de cette conscience dont je parlais, et je vais développer ça dans quelques instants. Parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas évident d'y voir clair déjà dans cette crise qui est fascinante à plus d'un titre, parce que c'est la première fois qu'on vit ça. Il y aura certainement dans les années qui viennent beaucoup de retours en arrière sur cette époque où nous vivons quelque chose de tout à fait nouveau. Et nous allons voir à travers 7 points que je voudrais vous présenter que nous pouvons utiliser cette crise comme une opportunité. En chinois, crise, ça veut dire aussi opportunité pour grandir, pour développer notre conscience. Parce que sans doute d'autres crises vont arriver, peut-être d'autres virus plus tard un jour, dans quelques années, peut-être aussi la crise économique qu'on attend tous depuis longtemps. On sait qu'il y a une crise économique qui va arriver, qui sera encore bien plus forte, d'après en tout cas toutes les projections des experts. Quand on regarde l'état du système capitaliste et de la bourse, on se rend compte qu'il y a vraiment une crise qui va encore arriver sans doute après. Alors comment traverser tout ça avec le plus d'intelligence possible? Je voudrais voir ça avec vous. Déjà rendons-nous compte que ce n'est pas évident parce que lorsqu'on analyse cette crise, il y a tellement d'informations que c'est très complexe en fait, et on est un peu perdu peut-être. Si vous êtes bloqué, comme beaucoup des personnes, il y a des personnes qui m'écrivent, des gens que j'accompagne, qui sont hyper anxieux parce qu'ils sont cloués devant l'écran des médias traditionnels qui comptent les morts, qui montrent des images en temps réel de ce qui se passe dans les urgences. Et évidemment, quand on voit ça, imaginez, vous regardez maintenant pendant plusieurs jours un documentaire sur ce qui se passe à Gaza, ou ce qui se passe en Syrie avec le nombre de morts, parce qu'il se passe des horreurs ailleurs sur Terre aussi, bien plus graves même peut-être, et vous voyez des horreurs en fait toute la journée, mais imaginez l'état d'anxiété dans lequel vous êtes, l'état d'impuissance, parce qu'on se sent impuissant, on a envie de faire quelque chose, on ne sait rien faire, et en plus on est bloqué. Donc je voudrais vous aider à traverser ça de la façon la meilleure possible, surtout qu'on se voit que le traitement de l'information de ce qui se passe est très complexe. On est tous perdus. Je crois qu'on s'est tous trompés en fait, parce que il y a des experts qui ne sont pas d'accord entre eux. Rappelez-vous au début de cette crise, quand on a commencé à en parler, beaucoup d'experts et des politiques, comme Mme Buzyn d'ailleurs, l'ex-ministre de la Santé en France, disaient que ben non, ça risque pas d'arriver en France, le taux de viralité est très bas, il n'y a pas de problème. Après, elle a avoué finalement qu'elle savait, et elle ne l'a pas dit. Il y a même d'ailleurs 600 personnes, plus de 600 médecins actuellement qui portent plainte contre elle, et elle est le Premier ministre, pour incompétence. Quand on parle d'incompétence, on peut se dire, oui mais cette crise, est-ce que justement, c'est pas justement le problème qui est causé par l'incapacité des hôpitaux à drainer, à s'occuper de ces personnes malades, les coupes budgétaires dans les systèmes de santé, dans les pays dans lesquels nous sommes, créent également ce problème. Dans d'autres pays comme le Japon, la Corée, l'Allemagne, ils font face au problème complètement différemment, avec beaucoup moins de tragédies et beaucoup moins de morts en fait. Donc ça va être important de prendre du recul. C'est pas évident parce que je me souviens encore il y a quelques temps, il y a quelques semaines je pense, je publiais moi-même d'ailleurs des informations de médecins qui travaillent dans les hôpitaux dans lesquels il y a des malades du coronavirus qui arrivaient, qui disaient de manière très rassurante, mais vous inquiétez pas, ça touche vraiment des personnes âgées, c'est pas très virulent, il n'y a pas de problème, c'est pas pire que la grippe, c'est même moins dangereux à la limite. On avait ces informations, puis maintenant on a d'autres informations qui arrivent qui montrent que ça touche également des jeunes personnes et que le taux de viralité est très très grand, le taux de mort est très très grand, le taux d'expansion est très très grand. Alors on est un peu perdu parce que ça évolue en permanence. Chaque jour on a des nouvelles informations qui contredisent les informations d'avant. Sur le masque c'est pareil, j'avais publié l'interview de ce docteur Tal Schaller qui disait, rappelez-vous, si vous l'avez vu, que le masque n'est pas nécessaire, ne sert à rien, alors qu'aujourd'hui les scientifiques disent exactement le contraire avec des bons arguments. Je lui ai d'ailleurs posé la question, je lui ai dit oui mais si on est malade on devrait quand même porter un masque. Il me dit non, 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 c'est pas nécessaire, parce que de toute façon il y a des millions de bactéries, de virus dans un mètre cube d'air et donc c'est pas le masque qui va empêcher, alors qu'aujourd'hui d'autres médecins disent exactement le contraire. Alors comment y voir clair?
En plus, il y a cette affaire de la chloroquine, l'hydroxychloroquine, qui a été décriée et un peu moquée par l'ensemble de la communauté scientifique. Le docteur Raoult, qui a élaboré cette molécule et qui en a parlé comme un traitement très prometteur par rapport au coronavirus, qui permet d'augmenter les défenses immunitaires et de diminuer le niveau de viralité, a d'abord été décrié et moqué. Et puis ensuite, maintenant, on le voit, et heureusement grâce à lui, il prend des initiatives. C'est en train d'être effectivement un traitement très prometteur. Mais beaucoup de gens se sont moqués il y a quelques jours, il y a quelques semaines avant. Il y a même des médecins, et ça je trouve ça magnifique, des médecins qui ont publié sur leur compte Twitter en disant « mais voilà, on s'est trompé, en fait il avait raison, allons dans son sens, c'est très prometteur ». Et ça montre de la conscience, ça montre de l'humilité. Mais c'est pas évident parce que ça demande de se remettre en question. Ça demande aussi de prendre la hauteur par rapport à toutes ces informations et de ne pas foncer tête baissée sur une façon de voir les choses. Et c'est sans doute la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est cette faculté de prendre de la hauteur. Le premier point, je dirais, quand on développe sa conscience, qui est le meilleur rempart pour faire face à toutes ces crises, et il y en aura d'autres qui vont arriver certainement, il y a d'autres crises qui vont arriver comme je le disais, eh bien, c'est toujours développer sa conscience. Et la première chose, c'est synonyme de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ça veut dire croiser ses sources d'information. Croiser ses sources d'information, et c'est pas juste donc écouter que les médias traditionnels qui sont très anxiogènes et qui font peur, et qui ont un biais particulier pour traiter l'information, mais c'est également écouter d'autres sources d'information qui peuvent être alternatives, qui peuvent être de la médecine alternative, qui peuvent être d'autres médias, d'autres pays par exemple, c'est intéressant, ou des médias même européens dans votre langue, mais qui sont alternatifs qu'on retrouve sur Internet. Et c'est important de ne pas écouter que cela non plus, parce que parfois aussi ça peut être trop optimiste ou trop complotiste aussi, qui peut faire peur. Et c'est important de ne pas écouter que les médias traditionnels, mais c'est important de les croiser et d'essayer de faire son opinion et de relativiser en fait. Et ça, c'est super intéressant à faire. Le deuxième point qui me semble super important, c'est d'avoir tout le temps un doute systématique sur tout ce qu'on entend comme information. Parce que vous voyez que ça évolue très vite et qu'on peut se tromper. Donc je peux me tromper, vous pouvez vous tromper, tout le monde peut se tromper. Les experts se trompent entre eux. Les modèles mathématiques qui prédisent l'évolution du taux de viralité et du nombre de morts, il y a des prix Nobel et d'autres médecins qui disent mais c'est n'importe quoi. En fait, ils ne sont pas d'accord entre eux, les experts, et les épidémiologistes ne sont pas d'accord entre eux. Le docteur Raoult n'a pas la même vision qui est sans doute un des plus grands experts mondiaux reconnus par ses pairs au niveau des infections. Eh bien, il n'a pas du tout la même vision que ses confrères. Et donc, vous voyez que ces gens-là ne sont pas d'accord entre eux, et donc c'est important d'avoir un doute systématique sur ce qui est dit, croiser ces sources d'informations, et les modèles mathématiques, les statistiques qui sont montrées, attention, ayons un doute aussi, ce n'est pas parce que ça a l'air scientifique comme ça que ce l'est. D'abord, les statistiques, ce sont que des interprétations des chiffres qui sont donnés. Donc, on peut les interpréter de plein de façons différentes. On pourrait faire plein de tableaux différents qui diraient des choses complètement différentes. Et ça, c'est tout à fait connu, hein, que les chiffres peuvent être interprétés comme on le souhaite, dans la direction qu'on souhaite donner. Ensuite, ces chiffres-là, comment est-ce qu'ils sont pris? On peut se poser la question. Hein, si on prend le nombre de personnes contaminées dans un service hospitalier et qu'on voit le pourcentage de morts, mais évidemment le pourcentage va être très élevé. Mais si on élargit les chiffres, on prend le nombre de personnes autour de l'hôpital dans une ville et qu'on voit le nombre de personnes infectées, ben, tout d'un coup ce chiffre va diminuer. Donc en fait, les chiffres ne veulent rien dire en soi, c'est quelle est l'intention qui est derrière, quelle est la méthode scientifique qui est derrière. Donc avoir un doute systématique, ça me paraît super important. Ensuite, le troisième point qui me semble super important, c'est d'être conscient que nous avons tous des biais cognitifs. Ça veut dire qu'on a une certaine façon de voir les choses, avec un filtre, des croyances, une façon de voir les choses, une certaine méthode, comme je l'ai dit, et ça peut être complètement faux. C'est ce que font les médias, je trouve. Les médias traditionnels ont un biais cognitif, ou biais médiatique, on pourrait dire. Ils traitent l'information d'une certaine façon, de façon très alarmiste en fait. Et ça peut faire très peur. Mais rendons-nous compte que si on avait le même traitement médiatique qu'on a sur le coronavirus, sur d'autres formes, d'autres sources de mortalité dans le monde, mais on serait hyper effrayé. Et ça serait intéressant de le faire d'ailleurs, parce que ce serait pédagogique. Si on faisait le même traitement médiatique sur les gens qui sont morts des maladies cardiovasculaires, c'est énorme. Les gens qui se suicident, les gens qui meurent de faim sur Terre. Alors, il y en a un toutes les 5 secondes, une personne, donc 2 tiers sont des enfants. Les gens qui meurent à cause du sucre, enfin, parce que j'ai beaucoup étudié le sucre dans le cadre du jeûne, le nombre de morts, c'est impressionnant. Alors si on les montrait comme ça, en train de mourir, on verrait les chiffres, voilà, autant de morts, tout le temps, et on filmerait les morts, on filmerait les gens qui souffrent, mais on serait dans un état de panique permanent.
Donc si on appliquait le même traitement médiatique à d'autres causes qui sont bien plus graves, bien plus virulentes, bien plus mortelles, bien plus horribles, vous voyez que ce serait hyper stressant en fait. Donc c'est toujours bien de relativiser. C'est un biais médiatique, c'est un biais de cognition, mais c'est important de prendre ce recul pour dire attention, il y a d'autres causes de mort, il y a bien plus grave. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave, ça veut dire juste qu'en fait c'est important de voir les choses de manière plus réaliste en fait, de ne pas tomber dans la panique. On peut le regarder en ayant conscience que c'est un zoom. Hein. Si maintenant vous allez à Gaza ou en Syrie ou dans d'autres foyers où il y a des horreurs qui se passent, et vous regardez ça en permanence, vous allez commencer à paniquer, vous allez vous sentir très très mal, vous allez être très touché, vous allez vous sentir impuissant. Mais rappelez-vous que ce n'est qu'une partie du monde, ce n'est pas le monde entier. Donc en fait c'est important de prendre ce recul. Le média, ils font un zoom sur un moment particulier et on voit que ça tout le temps. Ben, évidemment, on a l'impression que c'est tout le temps comme ça. En réalité, il y a d'autres pays qui s'en sortent très bien au niveau du traitement de ce virus. En Allemagne, au Japon, en Corée, ils ont une autre façon de gérer ça, peut-être sans doute plus intelligente, il me semble. Et il y a beaucoup moins de morts, et il y a beaucoup moins de... Même en Hollande, il n'y a même pas de confinement d'ailleurs. Pourtant, ils ont le même virus que nous, mais ils le traitent différemment, vous voyez. Donc, c'est une question de moyens, c'est une question de stratégie, et c'est important justement de se rendre compte de ça. Un autre point qui me paraît super important, c'est de faire confiance au système immunitaire. Le système immunitaire qui est le meilleur obstacle pour contrer le virus. Au-delà des vaccins, au-delà de la chloroquine, l'hydroxychloroquine, ce qui va nous aider, c'est notre système immunitaire. Parce que le système immunitaire, les anticorps vont pouvoir lutter très efficacement contre ce virus. Il serait vraiment faux, toutes les études scientifiques le montrent, de croire que notre corps est bête et n'est pas capable de gérer ça. Notre corps est tout à fait capable de gérer ça. La preuve, c'est que sinon les enfants seraient touchés par le coronavirus, ce qui n'est pas le cas. Il y a des enfants qui meurent chaque année à cause de la grippe saisonnière. Il n'y a pas d'enfants qui sont morts du coronavirus, en tout cas à ce jour, ou très peu je pense, je n'ai pas eu de chiffres. Et donc, on voit que le système immunitaire est capable de contrôler ça. Alors vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait qu'il y a des jeunes, quand je dis des jeunes, des personnes entre 20 et 50 ans qui meurent du coronavirus alors qu'on avait dit que ça touchait que les personnes âgées. Alors c'est vrai que ça touche que les personnes âgées puisque ce sont souvent des personnes qui sont assez vieilles, qui ont déjà des maladies, et il y en a beaucoup en Italie du Nord. Il y avait beaucoup de Chinois aussi, donc on voit que là c'est un foyer un peu particulier. Il ne faut pas comparer l'Italie non plus, vous voyez. Quand on compare des courbes et qu'on les extrapole chez nous, on est de nouveau dans un biais cognitif. Alors pourquoi ça touche des jeunes? Mais certainement que leur système immunitaire était bas, que leur niveau d'anticorps était bas. On le voit, les fumeurs par exemple, une étude chinoise a montré que les fumeurs sont 14 fois plus à risque d'attraper le coronavirus que les non-fumeurs. Parce que le fait de fumer est très mauvais pour la santé, comme vous le savez, ça diminue votre immunité. Mais qu'est-ce qui peut diminuer votre immunité? C'est l'alcool, c'est le stress bien sûr, c'est une mauvaise alimentation, et c'est les maladies que vous avez déjà. Donc c'est aussi le fait de donner la vie. Il y a des femmes enceintes, des femmes qui ont donné la vie, qui ont attrapé aussi ce coronavirus, mais c'est parce que leur système immunitaire a diminué du fait qu'elles ont dû faire un effort prodigieux pour donner le meilleur d'elles-mêmes et la vie à notre être. Eh bien, le système immunitaire diminue pendant ce temps-là. Donc, il y a toujours une raison pour laquelle les gens sont malades, même s'ils ont 30-40 ans et qu'ils tombent, c'est qu'il y a une raison. C'est important de ne pas tomber dans l'irrationalité, un peu comme des primitifs qui auraient peur que la foudre leur tombe dessus. L'épée de Damoclès qui dit « oui, mais n'importe qui peut être touché, n'importe qui pourrait tomber comme ça dans la rue ». C'est complètement fou de croire ça, et c'est important de rester de nouveau rationnel, d'avoir cet esprit scientifique et de garder confiance dans notre système immunitaire qui est très puissant, qui est capable de gérer ces virus, tout à fait capable de les gérer. Donc ça c'est le 5e point. Alors le 6e point, ça me paraît aussi important, grâce à cette conscience, de développer une approche plus psychologique. C'est au niveau de la psychologie, c'est une approche plus d'acceptation. En fait, la clé pour être bien, pour traverser cette crise avec sérénité, c'est d'accepter l'adversité. C'est-à-dire d'arrêter de vivre comme quelqu'un, un autiste dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire, voilà, j'ai ma petite vie et je ne fais pas attention à ce qui se passe dans le monde, il y a des horreurs mais je ne fais pas trop attention, et ma petite vie ça va, et ben, quand ça m'arrive à moi, tout d'un coup, je suis complètement perturbé. Il y a des gens que dans le confinement, il y en a partout sur Terre, et avec des situations bien plus dramatiques, des morts, il y en a partout sur Terre, et tout d'un coup ça arrive ici et on est complètement catastrophé, on n'a pas l'habitude. La clé c'est justement d'accepter que la vie c'est le stress, la vie c'est de l'adversité, la vie c'est le changement permanent, et une fois que je l'accepte,
c'est beaucoup plus facile à le traverser. En fait, c'est accepter de quitter sa zone de confort, qu'il est normal qu'il y ait ce genre de choses qui puissent arriver, vu l'état du monde, vu la surpopulation, vu la façon dont les richesses sont mal distribuées. Il est normal que cela arrive, et cela va encore arriver. Il va y avoir la crise économique qui va arriver, qui va être peut-être encore même peut-être pire au niveau des conséquences au niveau de la famine, au niveau des distributions des richesses. Ça va être catastrophique. Peut-être qu'il y aura encore d'autres crises avec d'autres virus. C'est important de... Espérons pas, évidemment, et peut-être l'intelligence humaine va permettre d'éviter ça, je l'espère, et je milite pour ça aussi comme vous, mais peut-être que ça va arriver, et ça va être important de garder cette acceptation que ça va arriver. Donc quand je suis prêt que ça puisse arriver, je suis beaucoup plus fort, je suis comme un guerrier en fait, comme une guerrière, je le sais. Et donc je deviens antifragile. Ça veut dire quoi être antifragile? Ça veut dire que là je suis fragile, un moindre truc je tombe malade, je ne mange pas, je saute un repas, tout d'un coup je suis inquiet, je n'ai pas mangé mes 3 repas, vous voyez, il m'arrive quelque chose qui est inhabituel, je suis tout d'un coup désemparé. Non, la vie c'est du mouvement, la vie c'est l'adversité, parfois il y a des trucs qui arrivent, je le sais à l'avance. Et donc chaque élément qui va arriver me stresser, je vais apprendre de ça et je vais me renforcer. C'est ce qu'on appelle être antifragile. Plus la vie m'amène des difficultés, plus je me renforce avec ça. Plus mon système immunitaire rencontre des virus et des microbes, plus il développe des anticorps, plus il devient fort en fait. C'est ce qu'on appelle l'immunité de troupeau aussi. En Hollande, ils sont comme en Angleterre au début, mais ils ont changé d'avis, mais en Hollande, ils ont eu l'idée le parti pris au niveau scientifique de dire, laissons ce virus-là, on protège les personnes à risque, mais les populations vont développer une immunité collective, ce qui va faire que nous allons nous renforcer avec ce virus, nous allons nous renforcer. Et c'est le parti pris qu'ils ont, ils n'ont pas confinement comme nous en Hollande, en tout cas à ce jour. Donc en fait, nous nous renforçons en permanence et nous acceptons l'adversité. Ça c'est un cinquième point, pardon. Ensuite, un 6e point qui me paraît important, c'est de tirer des leçons au niveau philosophique de ce qui se passe. Nous traversons en fait en quelque sorte un événement philosophique, hautement philosophique, et plutôt que de tomber dans la peur, on peut se dire mais finalement, qu'est-ce que je peux en retirer au niveau philosophique? Et la première chose qui me semble super importante, c'est de comprendre que tout est impermanent, tout est fragile, la vie est fragile. À un moment, on peut disparaître vite, les choses changent, l'époque que je connais ne sera plus la même demain. Il y aura un avant et un après le coronavirus. Sans doute l'après sera peut-être même meilleur parce que nous aurons beaucoup plus conscience de la vie, du partage, de l'importance d'être connectés les uns les autres, parce que maintenant nous sommes tous confinés. Donc les choses évoluent en permanence, les choses changent, et c'est aussi une autre clé qu'on peut retenir, c'est que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Des gens peuvent disparaître comme ça. Là on est libre et tout d'un coup on n'est plus libre. La liberté ça peut disparaître. Donc rien n'est jamais acquis, ce qui nous permet d'en profiter pleinement, de vraiment profiter pleinement, d'être dans la gratitude de ce qu'on a en fait. D'autant plus qu'on peut aussi développer beaucoup de compassion avec cette crise que nous traversons, parce qu'on peut penser à ceux qui vivent du confinement, mais depuis très longtemps. Pensons à ceux qui sont à Gaza justement, qui vivent un confinement beaucoup plus dur que le nôtre. Nous c'est un confinement de luxe, hein. On a le frigo qui est plein, voilà, même si on est dans un... Il y en a d'entre vous qui sont dans des endroits très réduits, avec des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être, hein. Il y a des gens qui voulaient peut-être divorcer, qui sont obligés de rester ensemble. Il y a plein de choses comme ça, ou les enfants qui crient tout le temps dans des petits espaces. Je sais que c'est dur, mais il y a bien pire. Les gens à Gaza, ils sont confinés depuis 14 ans, au moins 14 ans, et puis avec des morts chez les enfants. Le coronavirus n'a pas encore tué d'enfants, ou pas trop. Là, en tout cas, c'est des enfants tout le temps qui meurent, sur les bombes en plus. Donc, ça va nous développer, on va développer grâce à ça beaucoup de compassion. Et on peut penser à eux maintenant. On peut penser aussi à Julian Assange qui a vécu 7-8 ans dans un petit espace dans l'ambassade d'Équateur, sans lumière du jour pratiquement, et maintenant dans une prison de haute sécurité à Belmarsh en Angleterre depuis plus d'1 an, où 23 heures par jour, il est dans une pièce où il n'y a rien, il n'y a même pas de lumière du jour, il n'y voit personne, il peut communiquer avec personne, à peine une demi-heure par jour. Même si on a un petit peu amélioré ses conditions de vie, c'est une torture selon le rapporteur sur la torture des Nations Unies, et cette personne vit ça depuis plusieurs années, ça fait 8-9 ans, c'est horrible. Alors on peut avoir la compassion pour tous ces êtres auxquels on ne pensait peut-être pas trop avant. Vous voyez, parce qu'un grand apprentissage de cette crise, c'est qu'avant on ne pensait pas à toutes ces personnes trop. Hein, les gens qui meurent de faim, on y pensait un petit peu, mais
si on met notre attention médiatique là-dessus, c'est catastrophique aussi. Donc il y avait plein de catastrophes qui se passaient autour de nous, mais on était dans notre petite vie, et puis là on se rend compte, bah oui, en fait, nous aussi, et c'est très stressant. Et on se rue sur le papier toilette, ce qui est ridicule en fait. Vraiment, c'est un manque d'intelligence, ça je trouve c'est incroyable. Mais donc en fait, ça permet d'ouvrir sur le monde, on a une conscience beaucoup plus planétaire et empreinte de compassion. Et ça, je trouve, c'est magnifique. Et puis enfin, une autre leçon philosophique qu'on peut retenir de ça, c'est que ça nous permet de ralentir. On a eu cette idée sociale et philosophique de ralentir, qui est très à la mode, de quitter un petit peu les écrans, de ralentir, de prendre du temps pour soi, de lire. Et bien là, c'est l'occasion de le faire. Vraiment, c'est l'occasion de le faire. Même si les circonstances ne sont pas idéales, c'est beaucoup mieux qu'en Syrie ou que Gaza ou ailleurs. Donc, prenons ce temps pour grandir en fait. Pour grandir, pour faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire avant, comme méditer par exemple, comme jeûner, comme lire, comme ne rien faire aussi. Vous voyez? Et je voudrais terminer par une méditation anti-crise, anti-coronavirus. Une méditation qui va nous permettre de retrouver de la vitalité et de gagner cette sérénité. Alors pour cette méditation qui va commencer maintenant dans quelques secondes, je vous invite à vous asseoir là où vous êtes, mais confortablement, à vous détendre, et ça va durer quelques minutes, à fermer les yeux. Vous pouvez ensuite la refaire autant de fois que vous voulez. Moi, je vous invite à le faire tous les jours, plusieurs fois par jour, en tout cas au moins une fois par jour. Le matin, par exemple, c'est très bien. On va travailler sur la respiration, et ensuite, on va travailler sur justement cette prise de recul pour se désidentifier de ce qui crée du stress. Et qu'est-ce qui crée du stress en fait? C'est pas seulement le monde extérieur, mais c'est notre mental. C'est notre cogitation permanente qui fait qu'on envisage les pires scénarios, on a peur, on analyse, on suppose, on compare. Voilà, on est tout le temps dans la peur à cause de notre mental. Alors je vous invite à fermer les yeux, à détendre votre mâchoire, et on va commencer cette méditation ensemble. Je vous invite à la partager si elle vous plaît, parce qu'elle peut vraiment aider des personnes, elle peut faire du bien. J'accompagne actuellement plusieurs personnes qui sont stressées par cette crise terriblement, et qui ont besoin de ce type de méditation, et ça leur fait du bien. Alors je vous invite à fermer les yeux, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des respirations puissantes, ce qui va augmenter notre système nerveux, notre capacité d'adaptation, ça va travailler sur le système nerveux sympathique, qui est le système qui gère le stress. Donc on va augmenter cette respiration, on va le faire dans quelques instants, et puis ensuite on va descendre dans la respiration, on va ralentir tout, on va passer dans le système nerveux parasympathique, et là on va pouvoir entrer dans une forme de méditation très particulière et très puissante. Alors on va d'abord respirer une quinzaine de fois assez rapidement, et on va faire une petite apnée qui va créer un petit peu de stress dans le corps, mais donc ça va nettoyer vos poumons. Donc c'est important actuellement avec cette crise, ce coronavirus, c'est de nettoyer le poumon, de respirer un bon air, d'aller au soleil pour la vitamine D. Il y a plein de solutions qui existent aussi d'ailleurs. La vitamine D, l'humidité, l'air chaud. Donc tout ça va nous aider, et puis de bien respirer, d'aérer nos poumons. Alors je vous invite à fermer les yeux, donc si vous ne l'avez pas déjà fait, et de commencer à respirer comme ça. On y va. Voilà. Respirez comme ça fortement, quelquefois. Je vous conseille de le faire le plus souvent possible, une quinzaine de fois, si pas plus. Si vous avez la tête qui tourne, c'est pas grave, c'est normal. Au début, quand on est stressé et qu'on a peur, on est complètement sous-oxygéné. Donc là, c'est un entraînement à votre corps pour retrouver la vitalité. Allez, encore 5 fois. Et la dernière. Et là, vous allez souffler tout l'air et vous bloquez, vous n'inspirez pas. Tout va bien, c'est pas dangereux. Vous allez avoir la tête qui tourne un petit peu, vous êtes assis ou couché, tout va bien. Sentez les sensations, sentez la vie dans votre corps. Acceptez le fait que vous vous sentez un peu bizarre, la tête tourne, tout va bien. Vous êtes en train d'apprendre à gérer le stress au niveau corporel, vous augmentez votre vitalité. Quand vous avez besoin, vous expirez. Voilà. Puis maintenant, vous respirez normalement et vous gardez les yeux fermés. Vous respirez normalement, vous gardez les yeux fermés. Vous étiez sous-oxygéné, maintenant vous avez plein d'oxygène en vous et vous allez sentir la vie. Vous sentez les sensations de vie. Sentez votre cœur qui bat plus vite et puis maintenant qui va commencer à se calmer. Et vous sentez les sensations qui vous montrent que vous êtes vivant. Comment est-ce que vous savez que vous êtes vivant?
Vous le savez intellectuellement, mais là, vous allez oublier qui vous êtes, oublier tout ce qui se passe dans le monde, oublier qui vous êtes, juste être observateur de ce qui se passe dans votre corps. Et qu'est-ce que vous pouvez observer? Vous pouvez observer qu'il y a de la vie dans votre corps. La respiration respire toute seule, ce n'est pas vous qui décidez. Le corps respire tout seul. Le corps est très bien fait, c'est une machine autonome qui a son intelligence. Le corps respire. Il a tout ce qu'il faut pour se protéger contre les virus, il respire. Là, vous avez pris de l'oxygène, donc vous avez renforcé votre vitalité. Les cellules sont très heureuses d'avoir reçu cet oxygène qui va les aider justement à se nettoyer des toxines et à mieux fonctionner pour assurer toutes les fonctions des organes qu'elles composent. Et vous restez tranquille et vous observez la sensation d'être vivant. Essayez de sentir dans votre corps la vie. Comment est-ce que vous savez, dans votre expérience du moment présent, comment est-ce que vous savez que votre corps est vivant? Oubliez tout ce que vous connaissez au niveau intellectuel, votre mémoire, vos connaissances. Juste, dans l'expérience du moment présent, comment est-ce que vous pouvez sentir la vie en vous? Alors observez qu'il y a une forme de chaleur peut-être, une forme de picotement, une forme de fluidité. Connectez-vous à ce qu'on appelle le corps énergétique en spiritualité. Connectez-vous à cette sensation de vie, car quand vous le faites, comme maintenant, votre vitalité peut augmenter. Votre mental qui crée le stress diminue. Et donc vous gagnez en pouvoir de vie, vous gagnez en énergie. Sentez cette sensation de vie dans votre corps. Il y a peut-être des crispations à gauche, à droite, au niveau de la mâchoire, détendez la mâchoire. Vous allez peut-être sentir le ventre ou le cœur qui est un petit peu crispé de par le stress ambiant. C'est pas grave, observez ces phénomènes, laissez-les évoluer. Concentrez-vous sur la vie qui est dans votre corps. Comment est-ce que vous savez que vos jambes sont vivantes, que votre corps est vivant, de l'intérieur? Et maintenant, on va passer dans une autre méditation très puissante, courte aussi, vous allez voir, pour justement quitter l'agitation mentale et accéder à un espace où il y a une paix totale en vous. Et cet espace existe pour chaque être humain. Je vous invite à le rejoindre. C'est ce qu'on appelle la supraconscience. Développer encore plus de conscience pour atteindre un état où il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de réflexion, il y a juste la paix. Et pour ça, je vous invite, je vais prendre d'ailleurs quelque chose pour faire du son, je vous invite à observer ces sensations. Vous êtes donc une conscience pour l'instant, une conscience qui observe les sensations qui apparaissent dans votre conscience, les sensations du corps. On pourrait presque dire que le corps apparaît en vous, dans votre conscience. Les sensations de ce qu'on appelle le corps, les sensations de vie apparaissent dans votre conscience. Vous n'êtes donc pas bloqué dans quelque chose, mais au contraire, vous êtes un espace ouvert dans lequel des phénomènes impermanents apparaissent comme les sensations du corps. Vous pouvez également observer qu'il y a des sons. Il y a ma voix, et puis d'autres sons qui apparaissent. Il y a des sons de chez vous, des sons de chez moi, ce bol. Et tout ça est impermanent. Et ces phénomènes apparaissent non pas à l'extérieur de vous, mais en vous. Le son apparaît en vous, vous en prenez conscience. Le son apparaît dans votre espace de conscience. Et ce son apparaît et disparaît, est impermanent. Et tout va bien. Tout comme les sensations. Vous êtes cet espace qui accueille tout cela, tous ces phénomènes. Observez que cet espace de conscience que vous êtes est calme et neutre, ne veut rien, ne désire rien, acte simplement que des phénomènes apparaissent en lui, en vous en fait. Oubliez qui vous êtes, oubliez totalement qui vous êtes pendant encore quelques instants, juste observez que vous êtes une conscience qui note, qui acte, qui perçoit des phénomènes. Les sensations du corps, les sons qui apparaissent. Et puis également, des pensées peuvent apparaître en vous, mais vous n'êtes pas le penseur. Ça pense tout seul. Observez-le. Si je dis quelques mots, dans quelques instants je vais dire quelques mots, des pensées vont apparaître, sans que vous le décidiez. La Tour Eiffel. Michael Jackson. Un chien qui aboie dans la montagne en hiver. Une avalanche.
le parfum d'une rose ou de la lavande en été dans le sud de la France. Une fête de famille, un repas extraordinaire avec des amis sur une terrasse ou sur une plage. Observez que tout ce que je dis amène dans votre esprit des images. C'est votre mental qui crée ça. Ce n'est pas réel, ce sont des images, des pensées, des sons, des odeurs, le goût du gâteau au chocolat qui sort du four. Observez ces phénomènes impermanents qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent, comme les sons. Et vous n'êtes pas tout ça. Ce que vous êtes profondément est au-delà de tout ça. Observe ces phénomènes, mais vous n'êtes pas ces phénomènes. Ce que vous êtes profondément, observez-le, est toujours calme. Est une conscience pure qui ne désire rien, qui n'a peur de rien et qui n'a pas d'âge. Sans étiquette. Vous êtes plutôt comme un grand vide. Et en même temps, vous êtes toujours là, tout va bien. Vous êtes un espace. Toujours en paix. En vous apparaissent des phénomènes comme les pensées, comme les sons, comme les sensations du corps, mais vous n'êtes pas tout ça. En revenant à votre identité profonde, eh bien, vous sentez qu'il y a une paix profonde en vous. Et en étant dans cet état de paix profonde, vous faites du bien autour de vous, car déjà vous faites du bien à vous-même. En étant dans cet état de paix profonde, comme maintenant, votre corps se régénère, votre corps est meilleur, le système immunitaire est optimisé. Meilleur dans le sens que vous êtes plus fort, plus détendu, plus à même de profiter de la vie. Et de générer autour de vous une énergie électromagnétique, on le verra un jour avec la science, qui fait du bien aux autres. Vous n'êtes pas en train de détruire les autres avec la peur, mais vous êtes en train de leur faire du bien. Même à distance, quand vous pensez aux gens que vous aimez. En étant dans cet état dans lequel vous êtes maintenant, vous faites du bien, vous contribuez à un monde meilleur. Et puis, vous êtes peut-être enfermé, mais en réalité, vous pouvez avoir une vision différente. Cet espace dans lequel vous êtes, si vous gardez cette conscience pure, cette supraconscience, cette vision que tout est impermanent, ces murs qui vous entourent, tout à l'heure quand vous allez ouvrir les yeux, ou même maintenant vous pouvez le faire, regardez ces murs et voir l'arrière-plan, voir que avant les murs il y avait un espace. Et cet espace a toujours été là. Si les murs disparaissaient, l'espace resterait là. Les murs sont apparus un jour, disparaîtront un jour, et l'espace restera toujours là. Vous êtes dans l'espace. Cet espace est infini. Tout comme les sons que vous entendez, tous les sons que vous entendez autour de vous, ces sons apparaissent dans l'espace de silence. Si on enlève tous les sons, s'ils disparaissaient tous, il resterait le silence. Et donc en vous connectant à ce silence, à cet espace, vous revenez à votre vraie nature. Vous êtes au-delà de l'espace et du temps. Au-delà du monde de la matière, du monde des formes. Vous êtes pure conscience. Vous pouvez avoir cette vision. Tout en ayant une vision classique où vous voyez un mur, vous entendez les sons, vous pouvez également avoir cette vision plus de la supraconscience qui est de voir le silence derrière les sons, l'espace derrière les murs, et donc vous n'êtes plus confiné. Vous êtes libre, totalement libre de tout concept, de toute forme, de toute pensée. Tous ces phénomènes existent et apparaissent de manière impermanente en vous, mais vous n'êtes pas cela. Vous êtes libéré de la peur. Alors je vous invite à partager cette expérience. Et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde